Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vous propose aujourd'hui un petit retour d'expérience sur des mesures qui ont été réalisées en matière d'exposition et d'émission de procédés de fabrication additive métallique. Donc on repart du point de départ général, le postulat de départ qui est de dire qu'il existe un potentiel d'émission et donc d'exposition à différentes étapes du procédé de fabrication additive et que un certain nombre de paramètres vont pouvoir être impactants sur les niveaux d'exposition que l'on va être susceptible de rencontrer. Alors parmi ces paramètres, il y a bien évidemment, vous l'avez vu déjà ce matin, la nature du procédé, les matériaux mis en œuvre, mais également, et tout à fait naturellement, la quantité, la durée et la fréquence. Et puis l'utilisation d'équipements de protection collective ou individuels. Alors, on peut découper, si vous voulez, un procédé de fabrication additive en 3 grandes phases, que vous voyez sur la frise ici en bas. La pré-production, la production, puis les étapes de finition, auxquelles ensuite vont s'ajouter des phases, par exemple, de maintenance, qui ont déjà été évoquées précédemment. Donc au cours finalement du cycle de vie, j'ai envie de dire, de la pré-production jusqu'à la fabrication de la pièce et puis son utilisation finale, eh bien, il existe un certain nombre de scénarios qui vont pouvoir conduire à des situations d'exposition. Donc, en se basant en fait sur une campagne de mesure qui a été conduite dans le cadre du projet fabrication additive conduit à l'INRS, je voudrais mettre en évidence un certain nombre de choses, peut-être rappeler aussi des choses qui peuvent paraître un petit peu évidentes, et puis faire effectivement, comme Guy l'a dit, un certain nombre de propositions, de préconisations. Donc cette campagne de mesurage, elle a été conduite en 2018 sur un procédé qui s'appelle CLAD, mais qui, d'après la dénomination qu'on a vue ce matin, entre dans la catégorie DED. Et sur ce procédé-là, on a eu l'occasion de travailler, faire des mesures d'émission et d'exposition, avec 2 bus différentes, 2 débits de matière différents, un débit faible, un débit élevé, et sur 2 matériaux différents également, un inconel et un inox. Donc les deux sont des alliages qui contiennent tous les deux du chrome. L'inconel est également dopé avec du nickel, on le verra tout à l'heure. Alors quand je dis faire une campagne de mesurage, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on va finalement chercher à caractériser? Eh bien, on va chercher à caractériser les niveaux de concentration particulière que l'on retrouve dans les atmosphères, alors en nombre, en masse, la distribution de ces particules, quelle est vraiment la taille et comment se distribue-t-elle en nombre et en masse, et puis, alors pour compléter tout ça, quelles sont les propriétés physico-chimiques des particules qui sont émises, puisque évidemment tout ça, ça va avoir aussi un impact sur les effets potentiels de ces particules lorsqu'elles sont inhalées. Donc pour faire ceci, nous nous sommes bien évidemment appuyés sur les préconisations établies conjointement entre l'INRS, l'INERIS et le CEA, que vous retrouverez dans la note documentaire 2355 de 2012, qui suggère en fait la mise en œuvre d'une approche que l'on va appeler multipoint et multiparamétrique, c'est-à-dire qu'on va procéder à des mesures de différents paramètres en différentes localisations de l'atelier, de manière à avoir une cartographie assez représentative d'un environnement de travail donné. Alors pour être un petit peu plus concret dans cette présentation, je vous présente ici un schéma de la manière dont nous nous sommes déployés au cours de cette campagne de mesure. Donc vous voyez sur la gauche l'enceinte de fabrication additive, le fameux procédé DED, au sein duquel il y avait donc la fabrication des pièces, et puis on avait équipé avec un certain nombre de dispositifs de prélèvement, qu'on va appeler intégrés ou conventionnels, qui sont des mesures qui vont capter un échantillon pendant une certaine durée pour faire une analyse a posteriori du prélèvement. À l'intérieur de cette enceinte, on avait également disposé un tube d'aspiration qui permettait d'alimenter des appareils qui, cette fois-ci, sont complètement sur la gauche de votre écran, des appareils de mesure en temps réel qu'on ne pouvait pas mettre à l'intérieur de l'enceinte, mais qui donc permettait de quantifier les niveaux d'émission au niveau de la source. L'opérateur qui est schématisé ici était équipé d'un dispositif de mesure en temps réel de particules et d'un dispositif de prélèvement sur une cassette, je détaillerai juste après, pour faire un dosage un petit peu spécifique du chrome sous sa forme hexavalente.
Et puis ensuite, pour compléter l'approche dont je vous parlais, hein, multipoint et multiparamétrique, il y a eu d'autres déploiements. Un déploiement en champ proche, environ 1,20 m de la porte, et puis en champ lointain, à environ 5 mètres de la porte, où là, on a plutôt cherché à quantifier ce que l'on appelle l'aérosol de fond, c'est-à-dire quel est finalement le niveau d'aérosol que l'on rencontre dans cet atelier, sans que ce niveau soit impacté par l'activité qui est générée ici. Donc je vous ai proposé ici quelques photos, en fait, ce sont des illustrations de la manière dont tout ceci s'orchestre dans la vraie vie. Parce que quand on met ça sous forme de schéma, on voit bien à peu près comment on va le faire, mais quand on arrive sur le terrain et qu'il faut se déployer, c'est un petit peu une autre histoire. Donc vous voyez ici les photos à l'intérieur de la cabine de fabrication. Le salarié qui est donc équipé avec un harnais sur lequel on a disposé des instruments de mesure, et puis des chariots en fait qui sont mobiles et que l'on peut déplacer pour se positionner à des endroits bien précis où l'on va disposer l'ensemble des instruments dont je vous ai parlé précédemment. Alors justement, ces instruments, quels sont-ils ? Il y en a une certaine quantité. Hein. L'idée, c'était vraiment de déployer un maximum de métrologie pour quantifier au mieux et satisfaire au mieux cette approche dite multiparamétrique, pour aussi avoir des éléments pour demain choisir les appareils les plus adaptés à de multiples situations, notamment dans la fabrication additive. Donc il s'agissait d'instruments de mesure en temps réel, hein, la première catégorie que vous voyez dans ce tableau. Donc disque mini et puis compteur de particules, donc les deux en orange clair qui mesurent la concentration en nombre. En ce qui concerne la concentration en masse, là c'est plutôt des prélèvements intégrés, donc sur la deuxième partie du tableau, où là donc, on a des dispositifs de prélèvement un peu plus classiques, hein, plus conventionnels, mis en œuvre un petit peu plus régulièrement. Et puis en ce qui concerne les distributions, cette fois-ci, donc la manière dont se répartissent les particules, donc là, c'est tout ce qui est en vert clair ou en vert foncé, distribution en nombre, distribution en masse des particules. Alors vous voyez une petite ligne en bleu tout en bas qui correspond à un prélèvement bien particulier, qui est un prélèvement sur un dispositif qui permet de collecter des particules pour les observer directement en microscopie électronique à transmission, un dispositif qui est vendu par une société française. Alors ces différents appareils, eh bien, on les a déployés donc en différentes localisations, hein, comme je vous l'ai dit, donc au niveau de la source, sur l'opérateur, en champ proche et en champ lointain. Je profite de cette petite tribune pour faire un petit peu de pub pour les différentes productions de l'INRS sur un certain nombre de ces dispositifs, qui soient des dispositifs de prélèvement ou des instruments de mesure en temps réel. Sachez que vous pourrez retrouver dans les ressources en lien avec cette journée des liens vers l'ensemble de ces productions. Donc ça va d'articles de décryptage à des articles, des notes techniques qui sont publiés plutôt dans des revues de l'INRS, mais également des fiches, ce que l'on appelle des fiches métropoles, donc des fiches méthodologiques qui vont vous expliquer comment faire un prélèvement avec un cyclone, comment bien prélever avec une cassette, et puis voire même jusqu'à une fiche très particulière qui vise à comment réaliser le dosage du chrome 6 dans un échantillon prélevé sur une cassette. Donc on a tout un arsenal de méthodes qui sont à disposition, qui sont gratuites, qui sont téléchargeables sur le site de l'INRS. Prenez-en connaissance, c'est toujours très intéressant de consulter ces documents. Donc on a déployé toute cette multitude d'appareils et de dispositifs de prélèvement, et on a, voilà, je vais vous livrer ici quelques résultats, quelques enseignements. D'abord en ce qui concerne la caractérisation de la source, donc au niveau de l'émission, eh bien, vous voyez que, alors, sur le graphe de gauche, c'est la distribution en nombre de particules émises lorsqu'on manipule de l'inox avec la buse à petit débit de matière. On voit une distribution, bien évidemment, très largement submicronique, hein. On a quasiment toutes les particules qui sont en dessous de 100 nanomètres, les fameux 100 nanomètres auxquels faisait référence Myriam précédemment. Vous voyez juste au-dessus un cliché de microscopie électronique, hein, qui montre bien la nature agglomérat et agrégat de ce type d'objet, et donc un mode aux environs de 50 nanomètres, mode qui a tendance à se décaler vers des particules un tout petit peu plus grossières, j'ai envie de dire, 80 nanomètres, sur la distribution de droite en orange plus clair. Là, c'est le même matériau, mais lorsque l'on fait une production avec la buse à plus fort débit de matière.
On a également, à l'aide d'impacteurs en cascade, mesuré les fractions massiques de particules en fonction de leur taille, et il se trouve que, alors on va dire que grosso modo, on a systématiquement au moins 80% de la masse qui est portée par des particules inférieures à 1 micromètre. Donc on est bien en présence de particules qu'on appelle des NOA, les nano-objets, leurs agglomérats et agrégats, comme vous pouvez également le constater sur les clichés de microscopie électronique. Ensuite, en termes de caractérisation de source, on a fait des prélèvements qui ont été ensuite destinés à faire de l'analyse chimique. Donc là, les résultats de l'analyse chimique sont présentés sur un graphique de gauche. Vous voyez que pour l'inox 300Cl, on a une majorité de fer et puis de chrome, tandis que pour l'inconel, on a aussi une forte proportion de nickel. Bon, c'est normal, hein, c'est le matériau de base, donc il est évidemment tout à fait logique que l'on en retrouve dans les aérosols qui sont émis. Alors un petit point de vigilance sur le chrome 6, hein, qui est un composé qui a une valeur limite d'exposition professionnelle très très basse, hein, de 1 microgramme par mètre cube, compte tenu de sa dangerosité. Donc je vous ai mis sur le graphique de droite ici les niveaux de concentration en chrome 6 selon la méthode Métropole M43, avec les deux buses pour les deux matériaux. Et puis vous voyez en violet les niveaux d'exposition qui ont été mesurés sur opérateur, qui sont pour les deux inférieurs à la limite de quantification de la méthode. Alors, ce qui est quand même une bonne nouvelle très rassurante, hein, de savoir que l'opérateur n'a pas été exposé à des valeurs élevées en termes de chrome 6. Alors du coup, on s'est posé la question, finalement, c'est quoi les périodes d'exposition? Quand est-ce qu'une activité professionnelle dans le secteur de la fabrication additive est susceptible de conduire à un scénario d'exposition? Et en fait, on a suivi le profil temporel mesuré avec un instrument de mesure en temps réel sur opérateur au cours de différentes phases de fabrication. Donc vous voyez sur le graphique ici des phases de production qui sont un petit peu grisées, puis des phases de finition qui sont en blanc, fond blanc. Et en fait, ces phases de finition, elles correspondent au moment où l'opérateur va intervenir dans la machine pour récupérer la pièce qui vient d'être fabriquée. Et là, on voit des pics qui sont à peu près entre 100 et 500 fois plus importants que les niveaux de concentration mesurés au niveau de l'aérosol de fond, donc qui sont vraiment significatifs, qui correspondent en fait à une période où quand l'opérateur va se diriger vers l'intérieur de la machine, il va fatalement être un tout petit peu, c'est des périodes très courtes, être exposé à de forts niveaux de concentration. Voilà, donc on considère que ce type de phase de finition, c'est un scénario exposant. Alors il ne le fait pas comme ça, hein, il est équipé bien évidemment. Et donc l'idée a germé de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit tour de la littérature pour construire une base de données qui nous permettrait de compiler les connaissances que l'on a pour essayer de faire des diagnostics d'exposition. Donc c'est ce que l'on a fait conjointement avec le CEA de Grenoble. Donc de prendre les données de campagne de mesurage réalisées par l'INRS, par le CEA de Grenoble et celles qui sont disponibles dans la littérature, de manière à mieux connaître les niveaux d'exposition et les phases exposantes. Donc sur 325 mesures qui ont été collectées, il y en a à peu près 80% qui concernent l'exposition au cours de l'une des trois phases et 25% les fameuses poussières sans effet spécifique auxquelles faisait référence Myriam précédemment. Donc c'est ce que je vous ai sorti du camembert en bleu, poussière sans effet spécifique en fraction alvéolaire ou inhalable. Et puis j'ai sorti également du camembert la petite part vert foncé qui correspond au chrome 6, qui fait l'objet quand même d'un suivi un petit peu particulier. Donc vous voyez sur le graphique de droite comment ça se répartit, le nombre de mesures que l'on a à notre disposition, à peu près une centaine de données sur les phases de pré-production et de finition, et environ la moitié moins sur les étapes de production. Donc ensuite, on s'est basé sur l'utilisation du logiciel Altrex, Altrex Chimie, qui est également disponible sur le site de l'INRS, conjointement avec la norme EN 689 pour faire des diagnostics d'exposition. Et donc ce que l'on voit, c'est que pour les trois phases, pré-production, production et finition, on a une majorité de cas où les diagnostics conduisent à des expositions plutôt maîtrisées, ce qui est une bonne nouvelle évidemment. Alors on a également des situations non concluantes où on manque de données. L'intégralité de ces données, là, vous les retrouverez dans un article HST qui est en référence sur la diapo. Et puis on a quand même trois situations pour lesquelles Altrex nous renvoie une information d'exposition non maîtrisée. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu d'où proviennent ces expositions non maîtrisées, l'idée qui est sortie de tout ça, c'est d'avoir recours de manière un petit peu plus systématique à la métrologie temps réel,
puisque c'est la seule qui permet d'identifier réellement quels sont les éventuels pics d'exposition. Quand vous faites un prélèvement intégré sur 8 heures, vous ne savez pas exactement à quel moment la personne a été exposée. Vous savez qu'elle l'a été, un petit peu, mais vous ne savez pas quand, ni combien. La métrologie temps réel, même si elle a beaucoup de défauts parce qu'elle n'est pas spécifique, etc., elle permet quand même d'identifier des phases exposantes. C'est ce que l'on voit sur ce graphe, où en fait on suit à la fin d'une phase de production 3 étapes de finition, F1, F2, F3, de récupération de pièces, de nettoyage de pièces, et on observe des pics avec les instruments de mesure en temps réel qui correspondent en fait à une activité de brossage de pièces, où en fait on va émettre des particules au moment de l'ébavurage et de la finition. Donc en guise de conclusion, je voudrais juste vous dire que les phases de production, finalement, on peut conclure que les opérateurs sont en réalité peu exposés, notamment du fait que les procédés travaillent bien évidemment souvent sous atmosphère contrôlée, ce qui en fait nécessite un encoffrement du procédé et donc par conséquent pas de situation d'exposition. En revanche, les phases de pré-production et de finition, alors même si les expositions sont globalement maîtrisées, il existe quand même des situations d'exposition qui peuvent être étayées par des résultats de métrologie temps réel. Il existe quelques situations où l'exposition est importante, pour des substances en plus qui sont classées CMR, comme par exemple le cobalt, et puis d'autres opérations que nous n'avons pas investiguées, mais qui nécessiteraient aussi d'y porter un petit peu plus d'attention, le nettoyage, la maintenance, le changement des filtres à la fin du cycle de vie. Donc on ne peut qu'inciter au port de pays lorsqu'on est face à des opérations qui sont potentiellement exposantes. Et puis je terminerai ici avec quelques perspectives. Donc vous avez bien compris, la métrologie temps réel, moi je serais plutôt pour qu'on essaye de systématiser ce couplage entre le prélèvement conventionnel et la métrologie temps réel. Et je voudrais profiter de cette tribune pour faire état d'une proposition d'étude pilote par des collègues épidémiologistes de l'INRS qui visera à évaluer la faisabilité d'une étude épidémiologique de plus grande envergure pour étudier les effets sur la santé d'une exposition aux particules ultrafines émises lors de la fameuse fabrication additive métallique. Donc il y a plusieurs terrains qui sont proposés et il s'agira de recruter en fait sur la base du volontariat une cohorte d'environ 30 personnes exposées, 20 personnes non exposées, de faire un suivi, du biomonitoring pour essayer de documenter de manière tout à fait concrète et précise les niveaux d'exposition et les effets potentiels sur la santé. Voilà, et pour terminer, je voudrais remercier l'ensemble de mes collègues de l'INRS qui ont participé à ces travaux et également les collègues du CEA de Grenoble pour leur participation dans la rédaction de l'article HST. Merci beaucoup.